Au-delà de la restitution des espaces intérieurs, il est important également de donner à voir le décor et le mobilier qui était celui du temps de leur occupation par le roi et la reine, donc Charles VIII et Anne de Bretagne. La richesse de la vie de cour ne peut pas s'imaginer sans la richesse du décor et du mobilier qui prenait place dans le logis et qui s'adaptait véritablement aux occasions. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que pour un baptême, le logis n'était pas paré de la même manière que pour des funérailles. Alors quand on le dit comme ça paraît évident, mais véritablement en période de funérailles par exemple, les façades du logis étaient recouvertes de tentures noires et c'était le logis entier qui était en deuil. Mais notre objectif était de faire prendre conscience au public finalement de la place du logis quelque part dans la vie de tout un chacun, parce qu'un logis qui est paré, c'est un logis qui change dans le paysage quelque part et qui était visible depuis plusieurs points de vue de la ville. Donc c'était la vie de cour, mais aussi la vie du peuple amboisien, la vie du peuple du royaume qui s'adaptait aux occasions et aux circonstances. Alors comment procéder? Nous sommes partis d'abord de meubles qui ont été reconnus comme authentiques, qui datent de cette époque. Ces meubles ont été scannalisés, modélisés, après une étude critique, évidemment, de leur authenticité. Et une fois cette modélisation effectuée, il est absolument nécessaire de replacer dans le contexte de leur architecture. Et là, évidemment, c'est une recherche particulière, puisqu'il faut être parfaitement assuré de leur placement à l'intérieur des espaces de la chambre ou de la salle. Et c'est donc avec le concours également d'historiens spécialisés dans ce problème du mobilier, des chercheurs qui ont réfléchi de longue date sur ces différents aspects, d'autres chercheurs qui ont travaillé sur les textures, les mobiliers, les caractères de ces tentures qui recouvrent les murs, de ces tapisseries qui jonchent le sol, que nous sommes parvenus à replacer de manière tout à fait scientifique l'ensemble de ces éléments dans les espaces du logis de cette vertu. À la fin du XVIe siècle, le grand architecte Jacques Androuet du Cerceau explique qu'un bon architecte doit veiller à la commodité des dedans et à la symétrie par le dehors. Quand on veut restituer un logis, il faut penser à la place qu'avait le mobilier. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est de voir à quel point l'emplacement des meubles a été prévu par les maîtres maçons quand ils ont dessiné les plans des châteaux. Donc si on regarde bien attentivement la forme des pièces, on arrive à comprendre très bien où étaient placés les meubles. Et inversement, à partir du moment où on sait où étaient les meubles, on peut comprendre quel était l'usage de la pièce. Donc on a de très bons indices. Et par exemple, nous voyons dans cette pièce que la cheminée n'est pas au centre du mur, mais décalée sur le côté, de manière à laisser libre un grand espace pour mettre ce lit, qui est un meuble très, très encombrant, avec la ruelle. La ruelle, c'est le petit passage entre le lit et le mur qui permet tout simplement de faire le lit, et avec la chaire entre le lit et la cheminée, qui est un meuble d'apparat qui permet au maître de maison de recevoir quand il reçoit dans sa chambre. Donc on voit que tout cet espace est déterminé par la position du lit. La position des fenêtres aussi est déterminée par le lit, parce qu'on ne peut pas percer une fenêtre à l'endroit où on va mettre le lit, pour d'évidentes raisons. Et même l'emplacement des portes est aussi très calculé, de manière à éviter les courants d'air. On mettait aussi des tentures, comme on en voit ici, pour éviter d'avoir froid. Alors, en conclusion, ça va vraiment ensemble, on regarde le plan et on imagine immédiatement quelle pouvait être la place des meubles. Et ça donne ainsi la succession des pièces qui composent un logis, de l'escalier à la salle, à la chambre, à la garde-robe, du plus public au plus privé.
c'est particulièrement difficile de restituer une chambre royale, le lit du roi, parce qu'on n'a aucun exemple qui existe encore de lit royal. Et donc, pour restituer le lit normal d'un roi de France, c'est particulièrement difficile. Et pour restituer un lit royal, ce qu'on finit par faire, c'est regarder les inventaires du textile et on restitue les dimensions en se servant de la hauteur des rideaux, de la longueur et de la largeur du ciel du lit. Et c'est comme ça qu'on arrive à restituer les meubles. Alors dans un projet de restitution, il est toujours important de penser évidemment la distribution, mais comment est-ce que l'on va aménager chacune des pièces. Dans le cadre de l'aménagement textile des demeures et notamment donc, des chambres, on retrouvait du textile à la fois sur les murs et puis également sur le lit, donc la pièce maîtresse évidemment de la chambre. Ces textiles donc sont décoratifs, ont un rôle également d'isolation évidemment donc de la muraille, au même titre que les natangeons. Et on pouvait doubler ces textiles, lâches ou non, par des tapisseries, par des tentures de tapisserie pour venir orner les murs. Les textiles sont assez variés. On va avoir des cotons, plutôt sur le lit, du lin, des velours, des damas. Et puis pour les plus fortunés, ceux qui auront effectivement le plus de moyens, puisque en fait on se rend compte dans les inventaires que c'est la dimension textile qui est prisée, hein, dont le coût est le plus important. Donc ils pourront avoir des tissus, des draps d'or, donc enrichis effectivement de fils d'or et d'argent. Alors les nattes en jonc étaient extrêmement développées, utilisées pour plusieurs raisons. Le matériau ne coûtait pas cher. Ensuite, la réalisation était extrêmement simple. Et donc on sait également que les maîtres nattiers pouvaient suivre la cour et réaliser sur place autant de nattes que nécessaire pour aménager un espace. Et puis il y a une dimension, enfin deux autres dimensions intéressantes. Une dimension liée au parfum, à l'odeur. Donc quand on rentre dans une pièce, eh bien, on a cette odeur naturelle, donc de paille, donc de jonc. Et on pensait que grâce à cette odeur et à celle mêlée souvent donc, de fleurs comme de la lavande qui est tressée avec les brins de jonc, eh bien, il y avait une volonté, une possibilité donc d'assainir les espaces grâce à la présence donc de ce matériel donc naturel que l'on trouvait aussi bien sur les murs, sur les sols, et j'ai également trouvé des mentions donc pour servir de volets, pour fermer donc les fenêtres à l'intérieur. Alors en France, le matériel, donc le jonc, venait principalement de Pontoise, donc était réputé pour avoir des joncs de bonne qualité et suffisamment longs pour pouvoir obtenir ces tresses, qui sont des tresses particulières, donc à 7 brins. Donc on sait qu'elles sont à 7 brins parce qu'on conserve un vestige de natte en jonc, mais qui est anglais, qui vient du château de Hampton Court, qui est daté, qui date donc du XVIe siècle et qui sert aujourd'hui donc de modèle pour les restitutions que l'on mène. La restitution d'un espace, donc, c'est toujours un enjeu extrêmement important qui est soumis à un ensemble de contraintes qu'il faut dompter. Déjà, il faut définir le projet. Et pour définir le projet, il faut savoir est-ce que l'on peut restituer, reconstituer ou évoquer. Est-ce qu'on a suffisamment de documents pour partir vers une restitution ? Et une fois qu'on a cette masse d'informations, eh bien on voit à quel niveau on peut se situer. Donc si on part effectivement, comme je le disais, sur une restitution ou sur une évocation. On a la chance d'avoir un compte d'ameublement, on a la chance d'avoir des minutes d'hôtel d'Anne de Bretagne qui sont les hôtels étaient la maison de la reine finalement étant itinérante. Il faut imaginer qu'il y a un service de la fourrière qui dresse constamment des inventaires et qui vérifie que toutes les pièces sont présentes dans les collections de la reine pour passer d'une demeure à l'autre. Donc on a des listes comme ça de meubles. Mais ce qui nous manque, ce serait un état figé du logis. On est quasiment incapable de dire qu'à telle date, le logis était vraiment paré de telle manière. Donc, il y a une part d'interprétation. Les enluminures, les peintures
peuvent nous aider à réfléchir à la place des meubles dans le logis et au décor que portaient ces meubles. Et il se trouve qu'on a découvert une collection privée extraordinaire conservant 3 meubles ayant appartenu au dauphin Charles, un coffre aux armes donc, du dauphin de Viennois, il s'agit de Charles VIII, une chaire qui porte ces mêmes armes du dauphin de Viennois et un dressoir, les 3 meubles étant parfaitement cohérents et ayant manifestement orné les pièces du château d'Amboise, puisque Charles VIII, dauphin, le dauphin de Viennois, habitait à Amboise. Il était même très surveillé à la demande de son père, Louis XI, à Amboise. Il ne quittait pas le château d'Amboise. La difficulté dans notre quête finalement de chef-d'œuvre qui s'est portée sur les meubles était de trouver des meubles authentiques. Les meubles n'avaient pas grande valeur, coûtaient quasiment rien, hein, c'est ce que nous montre la comptabilité, et on avait tendance donc à les jeter plutôt qu'à les réparer dès qu'ils étaient en mauvais état. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des meubles authentiques des années 1500 qui nous soient parvenus, il en existe très très peu. Et l'un des écueils finalement pour le chercheur est d'arriver à reconnaître le meuble authentique, parce que depuis le 19e siècle, on a fait beaucoup de copies, beaucoup de meubles ne sont pas authentiques. C'est en ayant aussi recours à des spécialistes de meubles, donc des ébénistes qui connaissent les techniques anciennes, en ayant recours aussi à la dendrochronologie, qui est une manière, une technique pour dater le bois, que l'on peut vraiment vérifier si les meubles sont authentiques et si ils répondent à nos exigences d'authenticité. Alors l'étude dendrochronologique, c'est l'étude de la datation des bois. Alors la précision d'une datation dendrochronologique, elle peut être extrêmement précise, elle peut être à la saison et à l'année près, à partir du moment où l'échantillon ou des échantillons auront conservé la trace de l'écorce. Un arbre pousse vers l'extérieur, le dernier cerne élaboré du vivant de l'arbre se trouve sous l'écorce. Et donc la datation de la série dendrochronologique complète, s'il présente la trace de l'écorce, nous donne précisément la dernière année de la vie de l'arbre. Donc précisément, on peut dater un abattage des arbres au cours du printemps 1328 ou de l'automne-hiver 1549, etc. Mais ce sont quand même des meubles qui ont 500 ans. Ce sont des meubles qui vivent en fait de leur bâti et de leur structure comme à la fois éléments structurels et éléments décoratifs. Il n'y a pas de marqueterie, il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de polychromie dessus. Donc en fait, le bois doit être suffisamment pérenne pour qu'on puisse l'admirer encore aujourd'hui. Et ça sur 500 ans. Donc d'où souvent pas mal de restauration et d'intervention. Pour moi, un meuble des années 1500, il y a une caractéristique que j'aime bien décrire, c'est que pour moi, c'est le summum de l'utilisation du matériau à l'état pur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avant qu'on vienne introduire de la marqueterie, justement, qui va apparaître un peu plus tardivement, mais là, on est sur un matériau brut qui doit à la fois servir de structure du meuble, de l'objet, et à la fois de décor. Et là, sur la fin des années 1500 jusque dans les années 1520, on a véritablement des chaînes qui sont choisies, sélectionnées, peaufinées pour avoir le top du top en termes de grain, en termes d'esthétisme et en termes de pérennité. Sur le début 1500, on avait des panneaux qui étaient relativement simples, mais on avait, avec le rabot, on avait un coup d'outil qui était assez extraordinaire. Après, on est arrivé à faire des panneaux à pli-serviette, un petit peu comme ça là, je veux dire, grâce à la qualité du bois. Et après, ça permettait aussi de faire plus des panneaux à fenestrage, celui-là est un petit peu abîmé, où ça permettait d'avoir une très bonne qualité de travail de sculpture.
Les outils n'ont pas évolué au fil du temps ou très peu. En fait, il y a eu quelques adaptations, mais le principe est le même. Par exemple, les rabots, j'utilise toujours des rabots. Bon, ils ont une semelle métallique, mais le principe du rabot est le même. Sur les établis, il y a des choses intéressantes. Il y a cette masse ici, on appelle ça une griffe d'établi. Et lorsque sur un panneau, on a aux extrémités les griffes et on les retrouve aussi latéralement, en fait, on a donc une définition structurelle de l'authenticité du panneau. Ces traces d'outils, tout ça, ces traces d'outils sont hyper importantes à mettre en évidence sur les bois, parce qu'en fait, même si on ne peut pas dater par dendrochronologie un panneau, s'il présente les mêmes griffes d'établi que le suivant qui lui a été daté par dendrochronologie, on fait une connexion. Et lorsque les traces sont concordantes et qu'elles sont faites par le même outil, on a donc un traceur, un marqueur, précisément, pour dire c'est le même établi qui l'a fait. Et ça peut même aller plus loin, puisque les outils, en fait, quand ils sont utilisés, ils vont s'ébrécher au fur et à mesure de leur usage. On va prendre un petit clou, on va prendre une petite surface, et la petite brèche qu'on va avoir dans le fer, tant qu'on va pousser le fer sur une pièce de bois, elle va laisser une petite empreinte sur le bois qui n'est pas rabotée. Et cette empreinte, on peut la retrouver sur une autre pièce. C'est ce qu'on appelle les micro-brèches. Et les micro-brèches permettent de déterminer l'usage d'un même outil sur deux objets qui pourraient être fabriqués simultanément. Dans le travail d'évocation et de restitution, mais vraiment d'évocation d'un intérieur du XVIe siècle, c'est très bien d'avoir des meubles authentiques qu'on numérise parce que ça donne une idée des proportions des meubles par rapport aux pièces. Et ça, c'est très important. Alors, on les a numérisés pour pouvoir les utiliser, évidemment, pour pouvoir les replacer dans un espace, dans un contexte, dans le logis des 7 vertus. Et puis, l'intérêt de les avoir numérisés, c'est que ces 3 meubles sont des pièces extrêmement rares, uniques, et que maintenant, on en garde, on en sauvegarde la mémoire, les formes. On a pu en saisir les moindres détails, jusqu'aux traces d'outils, finalement, qui ont été utilisés pour les confectionner. Donc pour numériser cette collection privée de meubles, nous avons employé principalement 2 méthodes, l'une basée sur les scanners optiques et l'autre sur la photogrammétrie. L'avantage du scanner optique, c'était d'obtenir une très bonne géométrie avec une précision importante, et la photogrammétrie nous a permis d'obtenir quant à elle une qualité de texture et de couleur des meubles photoréalistes. Alors, les meubles, une fois numérisés, ils peuvent être intégrés dans des dispositifs tels que des films, des constructions interactives, pour aider au grand public à comprendre leur organisation, également intégrés dans des scènes virtuelles. Dans notre volonté, finalement, de restituer un décor et une ambiance, puisqu'il y a cette idée d'immersion spatiale, on a dû s'attarder sur un certain nombre de détails, et notamment les points de lumière, qui étaient très importants, et la mise en scène, parce que ce logis de réception, c'est finalement une grande mise en scène du pouvoir royal. Comment le roi se mettait en scène dans son propre logis, à l'effigie de ses 7 vertus. Donc vous voyez, il y a quand même cette dimension très importante de bon gouvernement du roi. Et évidemment, la lumière, finalement, et la manière dont le prince, le roi, le gouverneur est éclairé. La visite immersive va se faire en 2 temps. Il s'agit de 2 petits films d'1 minute 50 et qui permettront d'appréhender la transformation du logis en période de réception. Donc, dans un premier temps, on va monter la rampe cavalière, emprunter la galerie, faire le tour de la salle, de la chambre, ressortir par la galerie fermée, faire le tour des extérieurs du logis, mais tous ces espaces seront visités nus.
c'est-à-dire une architecture qui n'a que son décor inamovible finalement, et qui n'est pas parée de tout le textile qu'elle reçoit en période de fête et de réception. Et le deuxième film, au contraire, reprendra le même itinéraire, empruntera à nouveau la rampe cavalière, entrera dans la salle, la chambre et la galerie du roi, mais sera paré de tous ces atours finalement de réception, tous ces textiles, donc tapis, tapisserie, soierie, montage et démontage du lit. C'est ainsi qu'on peut faire réapparaître les textures qui habillent les murs, le décor. On peut y replacer le mobilier qui donne à voir des ambiances qui immédiatement vont faire comprendre les fonctions des espaces à un large public et vont en quelque sorte l'introduire à travers un état ancien disparu de ces logis.